Plus d'1 million de personnes sont mortes à Auschwitz et un groupe de femmes en était responsable. Ces femmes, connues sous le nom d'Aufseherinnen, supervisaient, sélectionnaient et exécutaient la mort avec une froideur terrifiante. Dans un domaine où la mort était organisée à l'échelle industrielle, ils étaient des pièces essentielles de cette machinerie mortelle. D'un simple geste, ils décidèrent qui vivait et qui mourait. Armés de fouets et accompagnés de chiens dressés à l'attaque, ils infligeaient des châtiments brutaux qui cherchaient non seulement à contrôler, mais à détruire les prisonniers physiquement et psychologiquement. Son pouvoir était absolu et sa cruauté imparable. Qu'est-ce qui les a poussés à commettre des actes d'une cruauté indicible? Quel fut le sort brutal de ces femmes? Auschwitz, le règne de terreur des gardes SS. Auschwitz-Birkenau représente le point culminant le plus horrible de la machine d'extermination nazie. Un complexe où plus d'1 million de personnes ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce scénario d'horreur systématique, un groupe spécifique de femmes jouait un rôle crucial dans le maintien de l'appareil de terreur. Les Aufseherinnen, des gardiennes qui surveillaient les prisonnières et participaient activement aux mécanismes de mort qui définissaient le camp. Le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, établi en 1940 en Pologne occupée, s'est rapidement développé à mesure que l'Allemagne nazie mettait en œuvre la solution finale. Auschwitz-Am a servi de centre administratif, tandis qu'Auschwitz-Birkenau est devenu le principal centre d'extermination où des centaines de milliers de personnes, principalement des Juifs, ont été assassinées dans des chambres à gaz dès leur arrivée. En 1942, le complexe était devenu l'épicentre d'un génocide planifié, où la mort opérait avec une efficacité industrielle. Dans ce système méticuleusement organisé, les tutrices occupaient une place fondamentale. Contrairement à d'autres camps où le personnel était majoritairement masculin, Auschwitz disposait d'un contingent spécifique de femmes allemandes et autrichiennes chargées de superviser la section féminine du camp. Ces femmes, pour la plupart jeunes femmes issues de milieux sociaux divers, avaient rejoint les SS pour diverses raisons. Certaines par conviction idéologique, d'autres pour des opportunités économiques, et certaines simplement pour le pouvoir conféré par l'uniforme. Le recrutement des Aufseherinnen s'est intensifié à mesure que la guerre progressait et que les camps augmentaient leurs capacités. Beaucoup d'entre elles ont été initialement formées à Ravensbrück, un camp entièrement féminin qui servait de centre de formation pour les futures gardes. Ils y ont appris les méthodes de contrôle, de punition et de sélection qu'ils appliqueraient plus tard à Auschwitz et dans d'autres camps. La formation comprenait non seulement les aspects techniques de la surveillance et de l'administration, mais aussi l'endoctrinement idéologique nécessaire pour déshumaniser complètement les prisonniers sous leur garde. Les gardiens participaient à 2 processus fondamentaux dans le camp, les sélections et les punitions. Lors des sélections, ils décidèrent, avec l'aide de médecins SS comme Joseph Mengele, qui seraient envoyés immédiatement dans les chambres à gaz et qui seraient temporairement graciés pour effectuer des travaux forcés. D'un simple geste de la main, ces femmes déterminaient qui vivrait quelques heures de plus et qui mourrait en quelques minutes. Cette responsabilité a fait d'eux des rouages essentiels de la machine d'extermination avec un pouvoir direct sur la vie et la mort de milliers de personnes. La terreur qu'ils inspiraient se matérialisait quotidiennement dans leurs pratiques de punition et de contrôle. Armés de fouets et souvent accompagnés de chiens dressés à l'attaque, ils infligeaient des punitions brutales pour les plus petites infractions. Un regard déplacé, un moment de repos non autorisé ou une incapacité à suivre le rythme de travail pouvaient déclencher des coups sauvages qui se terminaient souvent par la mort. Ces punitions n'étaient pas de simples réactions aux violations des règles, mais des éléments systématiques d'un régime destiné à briser toute résistance physique et psychologique parmi les prisonniers. La présence des gardes créait une atmosphère de terreur psychologique constante. Les prisonniers ne savèrent jamais quand ils seraient choisis pour subir des punitions arbitraires ou quand un gardien déciderait de les utiliser pour son propre divertissement. Certaines de ces femmes ont développé des réputations particulièrement terribles, gagnant des surnoms tels que la bête, la belette ou l'ange blond de la mort. Ces surnoms reflétaient la peur qu'ils inspiraient et les traits particuliers de leur cruauté, qui se manifestaient fréquemment par des formes particulières de torture et d'humiliation.
L'aspect le plus troublant du phénomène des gardes d'Auschwitz est la façon dont des femmes apparemment ordinaires ont été transformées en agents d'un système génocidaire. Beaucoup d'entre elles étaient femmes au foyer, ouvrières d'usine, coiffeuses ou employées de maison avant de rejoindre les SS. Cette transformation révèle comment l'endoctrinement idéologique et le pouvoir absolu peuvent corrompre la moralité humaine jusqu'à ses fondements, transformant des gens ordinaires en auteurs d'atrocités inimaginables en quelques mois ou années. Alors que les Alliés avancèrent vers l'Allemagne dans les derniers mois de la guerre, le personnel d'Auschwitz a commencé à démanteler les preuves de leurs crimes. Des milliers de prisonniers furent contraints de marcher vers d'autres camps dans CE qui allaient devenir les marches de la mort, tandis que de nombreux documents furent détruits. Les gardes reçurent l'ordre de se déplacer vers d'autres camps plus éloignés du front, comme Bergen-Belsen ou Ravensbrück. Certains ont profité du chaos de la défaite imminente pour s'échapper et prendre de fausses identités, tandis que d'autres sont restés à leur poste jusqu'à la fin, apparemment incapables de comprendre qu'ils seraient bientôt tenus responsables de leurs actes. Lorsque les forces alliées ont finalement libéré les camps de concentration, elles ont été confrontées à des scènes d'horreur indescriptibles. À Bergen-Belsen, où de nombreux gardes d'Auschwitz avaient été transférés, les Britanniques découvrirent plus de 10 corps non enterrés et environ 60 prisonniers dans des conditions extrêmes de malnutrition et de maladie. Les gardes qui n'avaient pas réussi à s'échapper furent immédiatement arrêtés. Certaines, comme Irma Grese et Elisabeth Volkenrath, ont été capturées à Bergen-Belsen, tandis que d'autres, comme Maria Mandel, ont été retrouvées des mois plus tard lors d'opérations de recherche ciblées. Le monde commençait à connaître les détails des horreurs perpétrées à Auschwitz et la participation active des femmes à ces crimes était particulièrement choquante. Contrairement à l'image idéalisée des femmes en tant que soignantes et protectrices, ces gardiennes ont démontré une capacité de cruauté qui remettait en question des hypothèses de genre profondément ancrées. Leurs CA seront jugés par divers tribunaux établis par les Alliés pour poursuivre les crimes de guerre nazis, marquant le début d'un processus de justice qui tentera d'établir les responsabilités pour l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Parmi ces gardiennes, 4 se distinguent par l'ampleur de leurs crimes, et pour avoir payé le prix ultime pour eux, Maria Mandel, Johanna Bormann, Elisabeth Volkenrath et Irma Grese. Leurs histoires personnelles, leurs méthodes particulières de cruauté et les circonstances de leur capture, de leur procès et de leur exécution offrent un aperçu de la manière dont des gens ordinaires peuvent devenir des agents d'un génocide industrialisé. Maria Mandel, l'architecte de l'horreur féminine. Maria Mandel incarne, comme peu d'autres, la transformation d'une personne apparemment ordinaire en un monstre bureaucratique capable d'orchestrer la mort de milliers de personnes. Née le 10 janvier 1912 à Münzkirchen, en Autriche, rien dans ses premières années ne laissait présager le rôle central qu'elle jouerait dans le plus grand génocide organisé de l'histoire moderne. Son parcours, d'une jeune Autrichienne à la responsable en chef du camp de femmes d'Auschwitz, révèle les mécanismes psychologiques et sociaux qui ont permis l'Holocauste. Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938, l'Anschluss, Mandel trouva dans le mouvement nazi naissant une opportunité d'ascension sociale. Contrairement aux jeunes gardiens qui ont été façonnés par l'idéologie nazie dès leur adolescence, Mandel a rejoint le mouvement à l'âge adulte, par conviction personnelle et par ambition. Cette décision consciente fait une différence fondamentale dans l'évaluation ultérieure de sa culpabilité. Elle n'était pas une jeune femme endoctrinée, mais une femme qui a délibérément choisi le chemin qui la conduirait à devenir l'une des plus grandes criminelles de guerre de l'histoire. Sa carrière dans le système concentrationnaire débute en 1938 au camp de Lichtenburg, l'un des premiers camps de concentration nazis sur le territoire allemand. C'est là que Mandel a appris les fondamentaux du système de terreur qu'il allait perfectionner plus tard. Elle fut ensuite transférée à Ravensbrück, où elle démontra une aptitude particulière à maintenir la discipline par une brutalité systématique. SEs supérieures reconnurent rapidement son talent pour administrer la terreur, et son efficacité dans l'application des punitions lui valut des promotions rapides au sein de la hiérarchie du camp. Le tournant dans la carrière de Maria Mandel se produit en 1942, lorsqu'elle est nommée surveillante en chef, Oberaufseherin, du camp de femmes d'Auschwitz-Birkenau.
Cette nomination l'a placé dans une position de pouvoir quasi absolue sur des milliers de détenus. En tant que chef de toutes les gardes féminines, Mandel a non seulement mis en œuvre les politiques d'extermination, mais les a également affinées avec ses propres initiatives qui ont augmenté l'efficacité du processus d'extermination. Sous sa supervision, le camp des femmes devint un enfer géré avec une précision germanique. Mandel effectuait des inspections quotidiennes, surveillant chaque détail et punissant toute infraction, aussi mineure soit-elle, avec une extrême brutalité. Les récits des survivants décrivent comment leur apparition dans les baraquements provoquait une terreur immédiate parmi les prisonniers, qui savaient que leur présence signifiait souvent des sélections impromptues et des punitions mortelles. La peur qu'elle inspirait était telle que de nombreux prisonniers préféraient se cacher ou devenir invisibles, plutôt que de se retrouver face à face avec la bête, comme elle était connue parmi les détenus. La participation de Mandel aux équipes nationales constitue l'un de ses crimes les plus atroces. Placé aux côtés de médecins SS comme Joseph Mengele, Mandel décidait d'un simple geste qui vivrait temporairement pour travailler et qui serait envoyé directement dans les chambres à gaz. On estime qu'il a personnellement participé à la sélection d'environ 500 personnes destinées à être immédiatement assassinées. Chaque train arrivant à Auschwitz signifiait un nouvel épisode de ce rituel macabre où Mandel exerçait son pouvoir de vie et de mort avec une froideur absolue. Le sadisme de Mandel était particulièrement évident dans les punitions qu'il concevait et supervisait. Elle ordonnait fréquemment des flagellations publiques, parfois administrées par elle-même, qui laissaient les victimes inconscientes ou mortes. Une pratique particulièrement cruelle consistait à forcer des prisonniers affaiblis à rester debout pendant des heures dans la neige, ce qui entraînait inévitablement une hypothermie et la mort. Ceux qui s'effondraient pendant ces châtiments étaient immédiatement envoyés dans les chambres à gaz, dans un cercle vicieux où la punition conduisait invariablement à la mort. Un aspect unique de Mandel, qui la distinguait des autres gardiens, était son amour de la musique. Dans une étrange contradiction, cette femme qui a orchestré la mort de milliers de personnes a organisé un orchestre de prisonniers à Auschwitz. Les personnes sélectionnées pour faire partie de cet orchestre recevaient un traitement relativement meilleur, mais devaient jouer pendant que les trains arrivaient au camp et pendant les représentations publiques. Cette juxtaposition de raffinement culturel et de brutalité extrême illustre la perversion morale qui caractérisait le régime nazi dans son ensemble, où la culture européenne classique coexistait avec la barbarie systématique. Mandel a également participé activement à la sélection des prisonniers pour les expériences médicales menées par les médecins SS. Ces expériences comprenaient des stérilisations forcées, des interventions chirurgicales sans anesthésie et une exposition aux radiations. Les victimes, principalement des femmes juives et roms, ont été traitées comme du matériel jetable pour des recherches pseudo-scientifiques dénuées de toute valeur médicale réelle. Mandel visitait régulièrement les blocs où ces expériences étaient menées, observant des procédures qui provoquaient une agonie extrême avec une indifférence totale. Alors que l'armée rouge avançait en Pologne en 1944, le personnel d'Auschwitz commença à préparer l'évacuation du camp. Mandel fut transféré en novembre de la même année à Mühldorf, un sous-camp de Dachau en Bavière. La défaite allemande étant déjà évidente, il tenta de disparaître parmi la population civile, adoptant un faux nom et se cachant dans les montagnes bavaroises. Cependant, sa notoriété rendait impossible un anonymat complet. Le 10 août 1945, Maria Mandel est arrêtée par les forces américaines. Lors des premiers interrogatoires, les enquêteurs furent impressionnés par son intelligence et la froideur avec laquelle il décrivait les opérations à Auschwitz. Mandel a tenté de minimiser son rôle en affirmant qu'il ne faisait que suivre les ordres et maintenir la discipline nécessaire, mais les preuves de son initiative personnelle dans la mise en œuvre et le perfectionnement du système d'extermination étaient accablantes. Après son arrestation, Mandel a été extradé vers la Pologne pour être jugé dans le cadre du procès d'Auschwitz, une procédure judiciaire menée par les autorités polonaises pour poursuivre le personnel du camp. Lors du procès, qui s'est tenu à Cracovie en novembre et décembre 1947, des dizaines de survivants ont témoigné de sa cruauté. Des preuves documentaires et testimoniales ont établi sans l'ombre d'un doute son implication directe dans le meurtre systématique de centaines de milliers de personnes.
Le tribunal l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité et l'a condamné à mort. Dans ses dernières déclarations, Mandel a montré quelques remords, demandant pardon pour les crimes qu'il a commis, bien qu'il soit impossible de déterminer la sincérité de cette contrition tardive. Le 24 janvier 1948, Maria Mandel est pendue dans la prison de Montelupic à Cracovie. Il avait 36 ans. L'exécution de celle qui était devenue connue sous le nom de la bête d'Auschwitz représentait un acte symbolique de justice pour les innombrables victimes qui avaient souffert sous sa surveillance. Johanna Bormann, la belette de la mort. Contrairement à Maria Mandel, dont la carrière dans le système concentrationnaire était motivée par une ambition idéologique, Johanna Bormann représente un séas troublant de transformation initialement motivé par des facteurs économiques. Née le 10 septembre 1893 à Birkenfeld, en Prusse orientale, Bormann était considérablement plus âgée que la plupart des gardiens. C'est eux qui ajoutaient une dimension inquiétante à son casier judiciaire. Son histoire révèle comment une femme d'âge moyen, qui avait vécu la majeure partie de sa vie d'adulte avant la montée du nazisme, a pu devenir l'une des figures les plus redoutées du camp d'extermination. Les premières années de Bormann contrastent fortement avec sa notoriété ultérieure. Selon certains témoignages, dans sa jeunesse, elle aurait été une femme religieuse qui aurait même accompli un travail missionnaire. Ce passé apparemment pieux rend sa transformation ultérieure en tortionnaire impitoyable d'autant plus déconcertante. Contrairement aux jeunes gardes comme Irma Grez, dont la personnalité a été façonnée dès son plus jeune âge par l'idéologie nazie, Bormann a eu une vie d'adulte bien remplie avant de rejoindre le système des camps de concentration nazis. Son entrée dans le système concentrationnaire a eu lieu en mars 1938, lorsqu'elle a rejoint les SS en tant qu'employée civile. Sa motivation initiale semble avoir été principalement économique, recherchant un salaire plus élevé que celui qu'il pouvait obtenir dans des emplois conventionnels. Il a commencé à travailler dans les cuisines du camp de Lichtenburg, où il a d'abord gardé un profil bas. Cependant, lorsque ce camp fut fermé et que son personnel fut transféré à Ravensbrück en 1939, Bormann commença à gravir les échelons de la hiérarchie du camp, supervisant finalement des groupes de travail de prisonnières. En 1943, lorsqu'elle fut transférée à Auschwitz-Birkenau, Bormann avait déjà développé les méthodes brutales de contrôle qui la rendraient tristement célèbre. À 50 ans, un âge inhabituel pour une tutrice, elle représentait une figure maternelle perverse, utilisant la cruauté plutôt que la sollicitude comme outil de contrôle. Elle fut d'abord chargée de superviser les équipes de travail à l'extérieur du camp, mais assuma ensuite également des fonctions au sein du complexe principal de Birkenau, le centre névralgique de l'extermination de masse. Ce qui distinguait Bormann des autres gardes comme Mandel ou Grez et lui valait les surnoms de « la femme au chien » ou de « la belette d'Auschwitz », c'était sa méthode particulière de contrôle et de punition. Alors que d'autres gardes utilisaient principalement des fouets et des coups directs, Bormann utilisait un chien de berger allemand comme instrument de terreur, spécialement dressé pour attaquer les prisonniers. Ce chien est devenu le symbole de la terreur que Bormann inspirait aux détenus qui avaient particulièrement peur de la rencontrer lors des transferts ou lors de travaux à l'extérieur du camp. Les témoignages des survivants décrivent des scènes d'horreur impliquant Bormann et son chien. Lors d'une occasion particulièrement brutale, il ordonna à son berger allemand d'attaquer une prisonnière dont la jambe enflée l'empêchait de suivre le rythme pendant la marche de retour vers Auschwitz. L'animal a attaqué la femme, qui a été transportée mourante sur une civière, probablement pour mourir peu de temps après. Bormann prenait apparemment plaisir à ces attaques, les utilisant comme exemple pour terroriser les autres prisonniers. Une autre victime a raconté comment Bormann a jeté une prisonnière au sol par les cheveux, puis a ordonné à son chien de la mordre. La femme saigna abondamment et, comme c'était habituel dans ces cas-là, fut envoyée directement au bloc 25, l'antichambre des chambres à gaz. La cruauté calculée de ces actes révèle qu'il ne s'agissait pas d'explosions de violence impulsive, mais d'un système délibéré de terreur conçu pour maintenir le contrôle par une peur extrême. Bien qu'il l'ait nié lors de son procès, de nombreux témoignages placent Bormann en collaboration avec des médecins SS tels que Joseph Mengele et Fritz Klein dans la sélection des prisonniers pour les chambres à gaz ou pour des expériences médicales. D'un simple geste, il décidait qui vivrait temporairement et qui mourrait immédiatement, exerçant un pouvoir presque divin sur des milliers de vies humaines.
Cette participation au processus de sélection la lie directement au mécanisme central du génocide mis en œuvre à Auschwitz. En plus d'utiliser son chien comme arme, Bormann participait activement au passage à tabac des prisonniers. Un survivant a raconté comment il avait sauvagement battu des femmes qui avaient été surprises en train de voler des légumes dans la porcherie du champ. Dans un autre incident, alors qu'une prisonnière essayait de protéger une amie malade pour l'empêcher d'être forcée de travailler, Bormann l'a battu si fort qu'il lui a cassé 2 dents, puis a ordonné à son chien d'attaquer la femme malade. La victime est décédée 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Alors que la guerre touchait à sa fin et que la défaite allemande semblait inévitable, Bormann fut transféré à Bergen-Belsen, un camp qui devint la destination de nombreux prisonniers évacués des camps de l'Est. Sous le commandement de Joseph Kramer, connu sous le nom de « la bête de Belsen », Bormann a continué son règne de terreur, maintenant les mêmes pratiques cruelles qu'il avait développées à Auschwitz, même lorsque l'effondrement du Troisième Reich était déjà imminent. Lorsque les forces britanniques libérèrent Bergen-Belsen le 15 avril 1945, elles furent confrontées à des scènes d'horreur indescriptibles. Bormann, contrairement à d'autres gardes qui avaient fui, est resté dans le camp, apparemment convaincu qu'elle pouvait échapper à sa responsabilité ou peut-être incapable de concevoir que ses actes puissent être considérés comme criminels. Après son arrestation, Bormann fut initialement forcé par les Britanniques à participer à l'enlèvement et à l'enterrement des nombreux corps retrouvés dans le camp. Une tâche imposée par l'armée à tous les gardes capturés comme première forme de responsabilité. Le procès de Johanna Bormann faisait partie des procès de Belsen, le premier procès pour crimes de guerre mené par les Britanniques contre le personnel des camps de concentration. Le procès s'ouvrit le 17 septembre 1945 à Lunebourg et Bormann fut accusé des crimes commis à Bergen-Belsen et à Auschwitz. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations. Au cours du procès, la stratégie défensive de Bormann consistait à nier ou à minimiser ses actes. Il a admis avoir battu occasionnellement des prisonniers pour maintenir l'ordre, mais a catégoriquement nié toute implication dans les sélections. En ce qui concerne son chien infâme, elle a soutenu qu'il s'agissait simplement d'un animal de compagnie non dressé pour attaquer et que toute utilisation de l'animal contre des prisonniers aurait violé les règles du camp, entraînant sa propre punition. Il a également déclaré qu'il avait tenté de quitter la SS en 1943, mais que sa demande avait été rejetée. Sa déclaration selon laquelle, bien qu'il ait vu les camions transportant les prisonniers vers les chambres à gaz, il ne connaissait pas leur destination finale est particulièrement révélatrice. Cette défense de l'ignorance, courante parmi les personnes accusées de crimes nazis, était particulièrement invraisemblable dans le cas de Bormann, étant donné son niveau élevé d'implication dans les opérations quotidiennes du camp pendant des années. Le tribunal n'a pas jugé ces justifications crédibles. Les témoignages de nombreux survivants qui ont décrit avec précision sa brutalité et la manière dont il utilisait son chien pour terroriser et attaquer les prisonniers ont contrebalancé ces dénégations. Johanna Bormann a été reconnue coupable de crimes contre l'humanité et condamnée à mort en novembre 1945. Le 13 décembre 1945, Bormann est exécuté à la prison de Hamelin. Le bourreau britannique Albert Pierre Point, qui a exécuté de nombreux criminels de guerre nazis, a décrit Bormann comme une vieille femme à l'air maigre, marchant péniblement vers la potence. Contrairement à d'autres femmes condamnées qui ont montré divers degrés d'émotion ou de remords, Bormann a semblé accepter son sort avec résignation, disant simplement « J'ai mes sentiments » lorsqu'elle a été pesée pour calculer la chute nécessaire à une exécution rapide. Elisabeth Volkenrath, le fouet de l'enfer nazi. Contrairement à la motivation économique de Bormann et au fanatisme idéologique de Mandel, Elisabeth Volkenrath représente un cas d'adaptation au système de pouvoir nazi. Sa transformation de citoyen ordinaire en criminel de guerre illustre comment des personnes sans prédisposition apparente à la cruauté peuvent devenir des auteurs efficaces lorsqu'elles se voient conférer un pouvoir absolu et sont intégrées dans un système qui récompense la brutalité. Née Elisabeth Merlot. Le 5 septembre 1919 à Chenau, en Allemagne, rien dans ses humbles origines ne laissait présager le rôle historique qu'elle jouerait en tant que l'une des gardiennes les plus brutales du camp d'extermination. À seulement 26 ans au moment de son exécution, elle était l'une des plus jeunes gardiennes jamais condamnées à mort,
bien que moins jeune qu'Irma Grese, dont nous examinerons la carrière criminelle dans la section suivante. Avant son association avec le régime nazi, Volkenrath menait une vie anonyme en travaillant comme coiffeuse, une profession qui exige des compétences interpersonnelles et une certaine délicatesse manuelle. Cette formation initiale contraste radicalement avec la brutalité qui caractérisera plus tard son comportement à Auschwitz. Leur transition vers le système des camps de concentration a commencé en 1939, alors que l'Allemagne avait déjà été transformée sous le régime nazi et que les opportunités pour les femmes au sein de l'appareil répressif se multipliaient. En octobre 1941, Volkenrath rejoint officiellement la SS en tant que garde stagiaire. Leur formation initiale a eu lieu à Ravensbrück, le camp de concentration exclusivement féminin qui servait de centre de formation pour les futures Offizierinnen. C'est là qu'il apprend les techniques de contrôle, de surveillance et de punition qu'il appliquera plus tard à Auschwitz. Ses performances ont dû impressionner SS supérieurs, car en mars 1942, avec à peine 6 mois d'expérience, elle a été transférée à Auschwitz à un moment critique du développement du camp en tant que centre d'extermination. Son arrivée à Auschwitz coïncida avec la mise en œuvre à grande échelle de la solution finale après la conférence de Wannsee en janvier 1942. Volkenrath fut d'abord nommé superviseur de l'atelier de couture du camp où les prisonniers fabriquaient et réparaient les uniformes. Cette position, apparemment routinière, lui conférait cependant un pouvoir absolu sur les femmes assignées à ce rôle, dont beaucoup étaient des prisonnières privilégiées dotées de compétences spécifiques. En août 1942, Volkenrath fut transféré dans la section des femmes de Birkenau, le camp d'extermination lui-même au sein du complexe d'Auschwitz. Sa carrière fut brièvement interrompue lorsqu'il contracta le typhus, une maladie endémique dans les camps de concentration en raison des conditions insalubres, mais il se rétablit et retourna au service actif. Fin 1942, elle fut chargée de superviser la réception des colis, un poste qui lui donnait le contrôle de l'un des rares liens que les prisonniers entretenaient avec le monde extérieur. La carrière de Volkenrath au sein de la hiérarchie du domaine a été ascendante. Son efficacité dans la mise en œuvre des politiques répressives lui a valu d'être promu superviseur principal de la section des femmes d'Auschwitz-Gott en septembre 1944, poste qu'elle a occupé jusqu'à l'évacuation du camp en janvier 1945. Cette promotion démontre que, loin d'être une simple exécutrice d'ordre, Volkenrath avait fait preuve d'initiative et d'engagement envers les objectifs du camp. Alors que Bormann se caractérisait par son utilisation de chiens et Mandel par son raffinement culturel paradoxalement combiné à une brutalité extrême, Volkenrath se distinguait par son utilisation systématique du fouet et sa prédilection pour les châtiments corporels directs. Contrairement à certains surveillants qui déléguaient les châtiments corporels, elle participait personnellement aux coups infligés aux prisonniers, utilisant un fouet ou une matraque en caoutchouc avec une telle violence que de nombreuses victimes perdaient connaissance. Certains récits le décrivent en train de battre des femmes à mort, faisant preuve d'un mélange de sadisme et d'un mépris total pour la vie humaine. Un témoin a raconté comment Volkenrath, après avoir découvert qu'une prisonnière portait une bague et un médaillon, l'a forcée à courir derrière son vélo jusqu'au quartier général des SS, où il l'a brutalement battue avec une matraque en caoutchouc. La femme a ensuite été enfermée dans un sous-sol où elle recevait du pain et de l'eau tous les 3 jours et a finalement été affectée au nettoyage des latrines, où elle a contracté le typhus et a failli mourir. Cet épisode illustre non seulement la brutalité physique immédiate, mais aussi l'infliction préméditée de souffrances prolongées caractéristiques de leur méthode de contrôle. Un autre incident particulièrement grave impliquait une femme âgée que Volkenrath avait jetée dans les escaliers près de l'atelier, la tuant sur le coup. Elle a également été accusée d'avoir systématiquement privé les prisonniers de nourriture, d'eau et de fournitures essentielles, aggravant ainsi les conditions de vie déjà désastreuses dans le camp. Ces actions n'étaient pas simplement une réaction aux violations des règles, mais faisaient partie d'un régime délibéré de terreur visant à briser la résilience physique et psychologique des prisonniers. Une pratique particulièrement redoutée était la punition sportive, Strafsport, que Volkenrath imposait fréquemment. Il s'agissait de forcer des groupes de prisonnières affaiblies à effectuer des exercices physiques intenses pendant des heures, souvent dans des conditions météorologiques extrêmes.
De nombreuses femmes mouraient d'épuisement lors de ces châtiments, spécifiquement conçus pour les pousser aux limites de leur endurance physique. La cruauté calculée de cette méthode révèle une mentalité qui cherche non seulement à punir, mais à détruire systématiquement ses victimes. Volkenrath participait également activement aux sélections, le processus par lequel il était décidé quels prisonniers seraient envoyés directement dans les chambres à gaz et qui seraient temporairement graciés pour effectuer des travaux forcés. Bien qu'elle ait nié cela lors de son procès, de nombreux témoins l'ont placé sur la rampe de sélection, collaborant avec les médecins SS pour déterminer qui vivrait et qui mourrait. D'un simple geste de la main, il a décidé du sort immédiat de milliers de personnes, notamment des femmes et des enfants. Il a également participé au chargement des prisonniers dans des camions qui les emmenaient vers les chambres à gaz, même s'il a affirmé plus tard ne pas connaître leur destination finale. Le comportement de Volkenrath durant son séjour à Auschwitz reflète une déshumanisation progressive de ses victimes et d'elle-même. La femme qui était coiffeuse est devenue une exécuteuse efficace d'un système génocidaire adaptant et même innovant des méthodes de contrôle et de punition. Cette métamorphose morale ne s'est pas produite soudainement, mais à travers un processus graduel de normalisation de la cruauté et de désensibilisation à la souffrance d'autrui, facilité par l'idéologie raciale nazie et le pouvoir absolu accordé aux gardiens du camp. À l'approche de l'Armée rouge en Pologne, en janvier 1945, Auschwitz fut évacué et Volkenrath, ainsi que d'autres membres du personnel, fut transféré à Bergen-Belsen. Ce camp, initialement établi comme camp de prisonniers de guerre, était devenu une destination pour des milliers de prisonniers évacués des camps de l'Est. Les conditions de vie à Bergen-Belsen durant les derniers mois de la guerre étaient apocalyptiques, avec une surpopulation extrême, des pénuries de nourriture et d'eau et des maladies endémiques comme le typhus et la dysenterie. Dans ce contexte d'effondrement institutionnel, Volkenrath a continué à appliquer les mêmes méthodes brutales qu'il avait développées à Auschwitz. En tant que superviseur en chef, elle a continué à ordonner des coups et des punitions, même lorsque la défaite allemande était imminente. Son incapacité à modérer son comportement, même face à la fin apparente du régime nazi, suggère à quel point elle avait intériorisé la déshumanisation des prisonniers, qui était devenue une partie fondamentale de son identité professionnelle et personnelle. Volkenrath, contrairement à d'autres gardes qui ont fui face à l'avancée des Alliés, est resté au camp et a été arrêté immédiatement après la libération de Bergen-Belsen par les forces britanniques le 15 avril 1945. Dans le cadre des premières mesures de responsabilisation, elle a été forcée, avec d'autres gardes capturés, de participer à l'enlèvement et à l'enterrement des nombreux cadavres trouvés dans le camp. Elle a ensuite été emmenée à la prison de Celle pour y être interrogée et préparer son procès. Le procès contre Volkenrath faisait partie des procès de Belsen menés par un tribunal militaire britannique à Lunebourg entre septembre et novembre 1945. Volkenrath était accusé de crimes commis à Bergen-Belsen et à Auschwitz. Au cours du procès, de nombreux survivants ont témoigné de sa brutalité, détaillant les coups mortels, les abus de pouvoir et la participation aux sélections. La stratégie défensive de Volkenrath consistait principalement à nier ou à minimiser son implication dans les aspects les plus atroces du système concentrationnaire. Il a admis avoir été présent aux sélections, mais a nié y avoir participé activement. Il a également nié connaître le sort final des personnes sélectionnées, affirmant qu'il ignorait l'existence des chambres à gaz. En ce qui concerne les coups et les punitions, il a admis avoir giflé occasionnellement des prisonniers, mais a nié les accusations de coups mortels et de tortures systématiques. Le tribunal n'a pas jugé ces justifications crédibles. Les témoignages de nombreux survivants, qui ont décrit avec précision leur brutalité et leur participation active à divers aspects du processus d'extermination, ont contrebalancé leur dénégation. Le 17 novembre 1945, Elisabeth Volkenrath est reconnue coupable de crimes contre l'humanité et condamnée à mort par pendaison. L'exécution de Volkenrath a eu lieu le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. Le bourreau britannique Albert Pierrepoint, qui a exécuté de nombreux criminels de guerre nazis, a exécuté la sentence. Volkenrath fut le premier à être exécuté ce jour-là, à 9h34 du matin. Selon les récits, elle aurait gravi les marches de la potence avec un calme apparent
et aurait été placée au-dessus de la trappe où Pierrepoint avait marqué un X à la craie. La chute, calculée pour provoquer une mort instantanée par fracture cervicale, a atteint son objectif et le médecin a confirmé son décès quelques minutes plus tard. Le cas d'Elisabeth Volkenrath illustre la malléabilité de la conscience humaine dans les systèmes totalitaires. Une jeune femme sans casier judiciaire s'est transformée en quelques années en tortionnaire systématique et participante active à un génocide industrialisé. Sa carrière soulève des questions troublantes sur la fragilité des inhibitions morales lorsque des facteurs tels qu'une autorité incontestable, une idéologie déshumanisante et un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains sont introduits. Irma Grese, l'ange blond de l'extermination. Si Mandel représente le fanatisme idéologique, Bormann l'adaptation d'une personne âgée au système d'extermination et Volkenrath l'efficacité administrative dans la mise en œuvre de la terreur, Irma Grese incarne la corruption morale accélérée de la jeunesse sous le régime nazi. Surnommée l'ange blond de la mort, cette jeune gardienne, qui avait à peine 21 ans lorsqu'elle a été exécutée pour crime contre l'humanité, incarne le paradoxe troublant de la façon dont la jeunesse et la beauté peuvent coexister avec une cruauté extrême. Irma Ilse Ida Grese est née le 7 octobre 1923 à Vrechen, un petit village agricole au nord de Berlin. Son enfance s'est déroulée dans un environnement rural typique en tant que fille d'ouvriers agricoles. La famille Grese était nombreuse, avec 5 enfants, et leur éducation fut marquée par l'austérité et la discipline autoritaire courante dans l'Allemagne rurale de l'entre-deux-guerres. Un événement traumatisant a marqué ses premières années. Sa mère s'est suicidée en 1932 alors qu'Irma n'avait que 9 ans, la laissant aux soins d'un père strict et émotionnellement distant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le père d'Irma n'était pas particulièrement favorable au nazisme. En fait, elle s'opposa activement à la participation de 16 filles à la Ligue des jeunes filles allemandes, Bund Deutscher Mädel, la branche féminine des jeunesses hitlériennes. Cette opposition paternelle a peut-être contribué à la fascination d'Irma pour le mouvement nazi, le transformant en symbole de rébellion adolescente. À l'âge de 14 ans, elle et sa sœur Hélène ont rejoint l'organisation contre la volonté de son père, commençant ainsi le processus d'endoctrinement qui allait faire d'elle une fervente adepte de l'idéologie nazie. Contrairement à Mandel ou Bormann, qui ont rejoint le système des camps de concentration à l'âge adulte, Grese a été façonnée par le national-socialisme dès son adolescence. Les archives historiques indiquent que la jeune Irma n'était pas particulièrement violente durant son adolescence. En fait, certains témoignages suggèrent qu'il avait tendance à éviter les confrontations physiques. La transformation de cet adolescent apparemment normal en un tortionnaire sadique souligne le pouvoir de l'endoctrinement idéologique combiné à des systèmes qui légitiment et récompensent la cruauté. En 1939, à seulement 16 ans, Irma abandonne l'école après avoir suivi seulement 8 années d'éducation de base. Elle a travaillé brièvement comme ouvrière agricole avant de prendre un emploi de vendeuse à Litchen. Durant cette période, il commença à s'intéresser à la médecine, probablement influencé par la glorification croissante de la médecine raciale dans l'Allemagne nazie. En 1941, elle tente de suivre une formation d'infirmière à l'hôpital Hohenlychen, une institution dirigée par Karl Gebhardt, qui sera plus tard exécuté pour son implication dans des expériences médicales criminelles. Au cours de sa formation d'infirmière auxiliaire, Grese a probablement été exposée aux premiers aspects pratiques de la médecine raciale nazie en observant des procédures qui traitèrent certains patients comme des êtres sous-humains. Cependant, elle ne s'est apparemment pas épanouie dans cet environnement, car elle était considérée comme inadaptée à la profession d'infirmière. Cette expérience ratée a marqué un tournant. Au lieu de poursuivre une carrière médicale conventionnelle, Grese s'est tournée vers le système concentrationnaire nazi où ses penchants sadiques allaient trouver un contexte qui les encouragerait et les récompenserait. En juillet 1942, à l'âge de 18 ans, Grese rejoint officiellement la SS Gefolge, escorte SS, en tant que garde stagiaire. Elle fut envoyée à Ravensbrück, le camp de concentration pour femmes qui servait de centre de formation pour les futures Aufseherinnen. Là, elle a reçu une formation en matière de surveillance, de discipline et de techniques de punition, sous la supervision de gardiens expérimentés tels que Dorothea Binz et Maria Mandel, qui ont modélisé le comportement cruel que Grese perfectionnerait plus tard.
Les récits de sa période de formation suggèrent que Grèze a d'abord montré une certaine hésitation face à la brutalité requise. On raconte que lors d'un de ses premiers jours, elle s'est excusée auprès d'un prisonnier qui avait croisé son chemin, un comportement inacceptable pour un garde SS. Ses supérieurs ont rapidement corrigé cette faiblesse, lui enseignant la nécessité de maintenir une distance émotionnelle absolue et de faire preuve d'une fermeté constante envers les prisonniers. En mars 1943, après avoir terminé sa formation initiale, Grèze fut transférée à Auschwitz-Birkenau, où elle commença à se forger sa tristement célèbre réputation. Initialement chargée de superviser les équipes de jardinage, elle a rapidement assumé des responsabilités plus importantes, notamment la vérification du courrier et la supervision de blocs entiers de prisonniers. En mai 1944, à seulement 20 ans, elle est promue Oberaufseherin, directrice en chef du camp de femmes Biik à Birkenau, chargée de superviser plus de 30 prisonnières, un niveau de responsabilité étonnant pour quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté. La métamorphose de Grèze à Auschwitz fut remarquable. La jeune femme, peu sûre d'elle, s'est transformée en une figure d'autorité redoutée, connue pour son élégance perverse. Contrairement aux autres gardiens qui adoptaient une apparence négligée, Grèze prenait méticuleusement soin de son image. Bottes hautes parfaitement cirées, uniforme impeccable, cheveux blonds soigneusement peignés. Ce contraste entre son apparence presque angélique et son comportement démoniaque a contribué à son surnom de Blonde Angel, une désignation qui a intensifié l'horreur de ses actes. Les récits des survivants décrivent Grèze comme portant constamment un fouet et un pistolet, fréquemment complétés par un chien de berger allemand dressé pour attaquer. Il utilisait ces instruments de terreur avec un enthousiasme sadique, battant les prisonniers jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance pour des infractions mineures ou même sans raison apparente. Les blessures infligées par ces coups s'infectaient fréquemment dans les conditions insalubres du camp, ceux qui entraînaient des opérations d'urgence réalisées avec un équipement rudimentaire et sans anesthésie. Contrairement à la figure maternelle perverse de Bormann ou à l'administratrice efficace de Volkenrath, Grèze a incorporé des éléments de vanité et de sexualité dans son règne de terreur. Les témoignages indiquent qu'il aimait particulièrement humilier les prisonniers qu'il considérait attirants et qu'il choisissait fréquemment les jeunes femmes pour leur infliger des châtiments particulièrement brutaux. Cette dimension sexuelle de sa cruauté ajoute une couche supplémentaire de perversion à son comportement et illustre comment le pouvoir absolu corrompt non seulement la moralité, mais aussi les instincts humains les plus fondamentaux. Ce qui était particulièrement troublant, c'était le plaisir sexuel apparent que Grèze tirait de la violence. Certains témoignages indiquent qu'il éprouvait de l'excitation en assistant à des tortures et à des opérations chirurgicales, souffrant même de spasmes corporels lors de ces épisodes. Cette combinaison de sadisme et de sexualité perverse illustre la corruption morale complète facilitée par l'environnement du camp, où les derniers vestiges d'empathie humaine étaient systématiquement extirpés des gardes comme Grèze. Comme beaucoup d'autres gardes, Grèze participait activement aux sélections, déterminant qui vivrait temporairement pour travailler et qui serait envoyé directement dans les chambres à gaz. Dans l'un des épisodes les plus terrifiants racontés par les survivants, Grèze roulait à vélo accompagné de son chien, sur un trajet de 16 km pour se rendre au travail. Tout prisonnier qui ne pouvait pas suivre était immédiatement attaqué par l'animal, sur ordre explicite de Grèze. Un survivant a décrit un incident au cours duquel Grèze et ses chiens sont apparus de manière inattendue lors d'une tâche de chargement. Sa simple présence terrifiait les prisonniers, faisant perdre à certains le contrôle d'un chariot transportant des pierres. Lorsque le chariot s'est renversé, dispersant sa cargaison, Grèze a ordonné à ses chiens d'attaquer les responsables. Des témoins ont décrit comment les yeux de Grèze sont devenus injectés de sang à la vue du sang, apparemment intoxiqués par le spectacle. La cruauté de Grèze ne se limitait pas à la violence physique. Il a également mis en œuvre des formes sophistiquées de torture psychologique, comme forcer les prisonniers à rester immobiles pendant des heures avec de lourdes pierres tenues au-dessus de leur tête. Ceux qui s'effondraient étaient sauvagement battus et souvent envoyés dans les chambres à gaz. Ce raffinement dans l'application de la souffrance suggère non seulement l'obéissance aux ordres, mais aussi l'initiative personnelle dans l'administration de la terreur. Un épisode particulièrement révélateur fut sa grossesse durant son séjour à Auschwitz.
Grace a forcé les médecins emprisonnés à pratiquer un avortement sur elle, leur fournissant même les instruments nécessaires. Cet incident illustre non seulement l'hypocrisie de son adhésion à l'idéologie nazie de la maternité pour les femmes aryennes, mais aussi sa volonté d'utiliser son pouvoir pour satisfaire ses besoins personnels tout en participant à la destruction systématique de vies jugées indignes. Alors que l'armée rouge avançait vers la Pologne, Auschwitz fut évacué en janvier 1945. Grace fut brièvement transférée à Ravensbrück avant d'être affectée à Bergen-Belsen en mars 1945, où elle continua son régime de brutalité malgré la défaite allemande imminente. À Bergen-Belsen, sous Joseph Kramer, avec qui elle avait apparemment aussi une relation, Grace continua d'imposer des punitions sévères, forçant les prisonniers affaiblis à rester debout ou à s'agenouiller pendant des heures, tenant de lourdes pierres au-dessus de leur tête. Lorsque les forces britanniques libérèrent Bergen-Belsen le 15 avril 1945, Grace ne tenta pas de s'échapper, restant au camp apparemment pour maintenir l'ordre. Elle a été arrêtée avec d'autres gardes et initialement forcée de participer à l'enlèvement de milliers de corps retrouvés dans le camp. Lors des interrogatoires préliminaires, il a fait une déclaration révélatrice. Il était de notre devoir d'exterminer les éléments antisociaux afin que l'Allemagne puisse prospérer à l'avenir. Cette phrase résume la rationalisation idéologique qui a permis à une jeune fille de 20 ans de participer au meurtre systématique de milliers de personnes. Le procès d'Irma Grese faisait partie des procès de Belsen, le premier procès pour crimes de guerre mené par les Britanniques. Au cours du procès, de nombreux survivants ont témoigné de sa brutalité, décrivant les coups, les tortures et les exécutions perpétrées par la jeune garde. Contrairement à d'autres accusés qui ont fait preuve de nervosité ou de remords, Grese a gardé un comportement étonnamment calme tout au long de la procédure, apparemment plus préoccupée par son apparence que par les accusations portées contre elle. Le 17 novembre 1945, Irma Grese est reconnue coupable de crimes contre l'humanité et condamnée à mort par pendaison. Au cours de ses dernières semaines de vie, il a finalement montré des signes de détresse émotionnelle, pleurant fréquemment dans sa cellule. Cependant, il n'a jamais exprimé de remords pour ses actes, gardant jusqu'au bout la conviction qu'il avait agi correctement selon les valeurs du régime auquel il avait consacré sa jeunesse. Le 13 décembre 1945, Irma Grese est exécutée à la prison de Hamelin par le bourreau britannique Albert Pierrepoint. Elle fut la deuxième à mourir ce jour-là, après Elisabeth Volkenrath. Pierrepoint a décrit comment il a appelé Grese par son nom et elle a quitté sa cellule, le suivant jusqu'à la chambre d'exécution. À 9h34, il entra dans la pièce, jeta un bref coup d'œil aux officiers présents et se dirigea vers le centre de la trappe où Pierrepoint avait marqué un X à la craie. Alors que le bourreau plaçait la cagoule blanche sur sa tête, Grese prononça son dernier mot. « Schnell, vite !» La trappe s'est ouverte et, après la chute, le médecin a confirmé son décès 20 minutes plus tard. Le cas de Grese, plus que tout autre, illustre comment le système nazi a pu transformer une jeune femme sans inclination violente apparente en une tortionnaire sadique en quelques années. Son ascension rapide au sein du système concentrationnaire et sa volonté d'adopter et de perfectionner des méthodes cruelles illustrent l'efficacité de l'endoctrinement idéologique lorsqu'il est combiné à un pouvoir absolu et à l'absence de conséquences pour un comportement brutal. Sa jeunesse et son apparence angélique, contrastant avec la laideur morale de ses actes, soulignent la dissociation troublante entre l'apparence extérieure et la corruption intérieure qui caractérisait de nombreux auteurs de l'Holocauste. Le jour du jugement, la chute des gardes d'Auschwitz. Après la libération des camps de concentration par les forces alliées en 1945, des procès ont commencé pour traduire les responsables des crimes commis. Les gardiennes d'Auschwitz représentaient un CA unique pour le système judiciaire émergent, ayant occupé des postes d'autorité dans le système des camps de concentration nazis. La capture de ces femmes s'est produite dans diverses circonstances. Grese et Volkenrath furent arrêtés à Bergen-Belsen, où ils restèrent jusqu'à la libération du camp le 15 avril 1945. Mandel fut capturé par les forces américaines en Bavière le 10 août 1945, après avoir tenté de se cacher sous une fausse identité. Bormann, comme d'autres gardes, n'a pas tenté de s'échapper et a été arrêté à Bergen-Belsen.
Le procès de Belsen, qui s'est tenu entre septembre et novembre 1945, fut le premier grand procès des gardes d'Auschwitz. Pendant 54 jours, le tribunal a entendu des témoignages sur les actes commis par ces femmes. Grese, 22 ans, a gardé un comportement calme et semblait plus préoccupée par son apparence que par les accusations portées contre elle, générant une attention médiatique considérable. Les stratégies de défense des accusés comprenaient le déni d'implication directe dans les meurtres, des allégations d'ignorance quant au sort des personnes sélectionnées et l'argument selon lequel ils suivaient les ordres. Le tribunal a rejeté ces défenses, établissant le précédent selon lequel l'obéissance due n'excuse pas la responsabilité des crimes contre l'humanité. Le 17 novembre 1945, Grese, Volkenrath et Bormann furent condamnés à mort avec d'autres accusés. Mandel, qui occupait un poste élevé en tant que superviseur en chef du camp de femmes, a été extradée vers la Pologne pour être jugée lors des procès d'Auschwitz, où elle a également été condamnée à mort. Les exécutions du procès de Belsen ont eu lieu le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. Le bourreau britannique Albert Pierrepoint avait auparavant calculé la longueur de corde nécessaire en fonction du poids et de la taille de chaque condamné. Elisabeth Volkenrath a été la première garde exécutée à 9h34 du matin. Irma Grese était deuxième, prononçant « schnell » rapidement comme dernier mot. Johanna Bormann, que Pierrepoint a décrite comme paraissant considérablement plus âgée que ses 52 ans, fut la dernière des gardes exécutées ce jour-là, déclarant avant de mourir « J'ai mes sentiments ». Maria Mandel a été exécutée le 24 janvier 1948 à la prison de Montelupich à Cracovie. Contrairement à Grese, Mandel a exprimé des mots de regret avant sa mort. Après les exécutions, les corps ont été incinérés et les cendres enterrées dans des lieux tenus secrets. Ce procès et exécutions ont eu des implications importantes pour le développement du droit international. Ils ont établi que la participation à des atrocités implique une responsabilité personnelle, quels que soient les ordres reçus. Ce principe a ensuite été codifié dans les principes de Nuremberg adoptés par l'ONU en 1950. Il convient également de noter le traitement équitable accordé aux femmes auteurs de violences dans un système judiciaire qui avait historiquement appliqué des normes différentes en fonction du sexe. Les 4 gardes exécutés avaient des profils différents. Mandel, 36 ans, avait accédé à un poste administratif élevé. Bormann, 52 ans, avait initialement rejoint l'équipe pour des raisons économiques. Volkenrath, 26 ans, était coiffeur avant de devenir tuteur. Grese, 22 ans, avait été endoctriné dès son adolescence au sein des jeunesses nazies. Les réactions de ces femmes à l'exécution ont également été différentes. Mandel a exprimé des regrets. Bormann a prononcé une phrase ambiguë. Volkenrath resta silencieux. Grese a seulement dit « schnell ». Ces différences ont été documentées dans les registres officiels des exécutions. Les procès de CES gardes ont donné lieu à une documentation abondante sur les opérations à Auschwitz, comme en ont témoigné de nombreux survivants au cours des audiences. Cette documentation a servi de preuve historique du fonctionnement du système des camps de concentration nazis. Le précédent juridique établi lors de ces procès a influencé le développement des tribunaux internationaux ultérieurs, tels que ceux créés pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et la création de la Cour pénale internationale. La notion de crime contre l'humanité appliquée dans ces cas est devenue un élément fondamental du droit international contemporain. Les exécutions de Maria Mandel, Johanna Bormann, Elisabeth Volkenrath et Irma Grese représentent l'application de peines capitales pour des crimes commis dans le cadre du système concentrationnaire nazi. Leurs CA ont été documentés dans le cadre du processus judiciaire qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, établissant des précédents historiques et juridiques pour la poursuite des crimes de masse.